Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des agro-webinaires du mardi en partenariat avec l'ACTA, l'Académie d'agriculture et l'Alliance Agrignum. Nous allons aujourd'hui continuer notre voyage au cœur du vivant sur le sujet euh, carbone et agriculture. On va passer dans l'épisode 2 où on va aborder le sujet du stockage du carbone dans les sols. Euh, Est-ce un levier d'atténuation du changement climatique? Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de discuter avec Sylvain Pellerin, directeur de recherche à l'INRAE et membre de l'Académie d'agriculture, et Jean-Baptiste Dolé, directeur climat-environnement à l'IDEL. Comme d'habitude, pour interagir avec les intervenants, vous avez la partie questions-réponses, Q et R. Donc, je vous invite à poster vos questions au fur et à mesure des présentations dans cette partie-là. Le chat étant réservé à partager des informations, tout simplement. Donc, on est parti pour 1 heure. Sujet passionnant qu'est le carbone dans l'agriculture. Donc, et pour commencer, on va discuter avec Sylvain. Sylvain, je vais te laisser te présenter et je vais te laisser la main. Bien, bonjour à tous et à tous. Merci Julien pour l'invitation. Oui, j'ai été présenté, hein. Je suis directeur de recherche à INRAE et mon domaine de recherche concerne les liens entre l'activité agricole et les grands cycles du carbone, de l'azote, du phosphore, et donc notamment les questions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Aujourd'hui, hein, je vais vous parler du stockage du carbone dans les sols et dans quelle mesure c'est un levier pour atténuer le changement climatique. Alors, je commence, puisqu'on va parler carbone dans les sols, hein, par vision globale du grand cycle du carbone à l'échelle de la planète, hein, que vous avez à droite. Alors, c'est une représentation de type stock et flux. Donc, les stocks sont en milliards de tonnes de carbone et les flux en milliards de tonnes de carbone par an. Voilà. Alors, ce que l'on voit sur cette figure, hein, c'est que chaque année, du fait de l'utilisation d'énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, l'humanité envoie dans l'atmosphère 9,4 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2. À cela s'ajoutent des émissions vers l'atmosphère liées à la déforestation, 1,5. Donc ça fait à peu près 11 au total qui sont envoyés dans l'atmosphère. Fort heureusement, les écosystèmes reprennent en net une partie de ces émissions, 3,2 repris par les écosystèmes terrestres, et, alors je n'ai pas la valeur parce qu'elle est cachée, 2,4 repris par les écosystèmes aquatiques. Donc si on fait le bilan, 9,4 plus 1,5, ça fait 11, moins 3,2 et 2,4, voilà, eh bien, il va rester dans l'atmosphère de l'ordre de 5 milliards, 4,7 exactement, milliards de tonnes de CO2 qui vont s'accumuler chaque année et c'est ça qui est à l'origine du changement climatique. Alors, il y a deux chiffres sur lesquels j'attire votre attention, hein, sur ce grand cycle du carbone. Ce sont les stocks dans les sols sous forme de matière organique, hein, entre 1500 et 2400 milliards de tonnes de carbone. Donc il y a une incertitude, et puis ça dépend évidemment de la profondeur que l'on considère, à comparer à 860 milliards de tonnes de carbone contenues dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et donc, assez vite vient cette idée que ce qu'il y a dans les sols, sous forme de carbone organique, c'est 2 à 3 fois plus que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et c'est de là qu'est née cette idée du 4 pour 1000, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, hein, avec au départ un calcul assez simple. Alors, je vous disais, les stocks de carbone dans les sols sont connus avec pas mal d'incertitudes. Il y a
un chiffre qu'on connaît beaucoup mieux, c'est le stock dans les horizons superficiels. L'horizon 0,30 parce que c'est l'horizon dans lequel on échantillonne le plus souvent, 830. Donc un stock dans l'horizon 0,30 de 830 milliards de tonnes de carbone. Imaginons que l'on parvienne à augmenter ce stock de 4 pour 1000 par an. Donc à ce moment-là, ça fait 830 fois 0,004, ça fait 3,2 milliards de tonnes de carbone par an. Et qu'en même temps, on arrête de déforester, donc ça fait 1,5 milliard de tonnes envoyées en moins dans l'atmosphère. Donc ça fait 3,2 plus 1,5, 4,7, et c'est exactement l'accumulation nette de CO2 annuelle dans l'atmosphère. D'où cette idée du 4 pour 1000. Si on arrivait à augmenter ces stocks de 4 pour 1000 et qu'en même temps on arrête de déforester, eh bien on compenserait l'augmentation de la quantité de CO2 qui s'accumule chaque année dans l'atmosphère. Alors, voilà, d'où cette idée, hein. Est-ce qu'on n'a pas là un levier intéressant pour atténuer le changement climatique? En plus, il y a l'idée que ce serait un levier gagnant, puisque d'une part, en stockant du carbone dans les sols, on atténue le changement climatique, c'est ce que je viens d'expliquer, mais les agronomes savent aussi depuis longtemps que le carbone organique dans le sol, il améliore les propriétés physiques, chimiques, biologiques du sol, hein, puisqu'il permet de retenir les éléments minéraux, il améliore la résistance à l'érosion des sols via la stabilité structurale, il augmente la capacité des sols à retenir l'eau et à la restituer aux végétaux et ainsi de suite. D'où l'idée du levier gagnant-gagnant. Alors, quelle marge de manœuvre pour augmenter les stocks? Il faut bien sûr avoir bien à l'esprit que la constitution d'un stock organique de carbone dans un sol, c'est un processus lent, hein. Le carbone organique qu'on va avoir dans un sol, c'est du carbone qui provient de l'atmosphère, qui était sous forme de CO2, qui a été assimilé par les végétaux et restitué au sol. Donc vous avez à droite, hein, une courbe théorique, hein, qui montre à partir d'un sol exclusivement minéral, hein, qu'aurait laissé l'altération des roches, où on a un stock de carbone organique nul, eh bien, du fait de la présence d'une végétation, il va y avoir une augmentation de ce stock jusqu'à une certaine asymptote qui est une valeur d'équilibre. Donc il y a en permanence des entrées de carbone dans le sol du fait des litières, des résidus de culture, des apports d'effluents organiques, etc. Et puis, il y a en permanence aussi des sorties par minéralisation et émission de CO2. Et c'est cet équilibre entrée-sortie qui va déterminer pour un sol donné et pour un usage et des pratiques agricoles données, une valeur d'équilibre. Et bien sûr, si on change l'usage du sol, par exemple, on laboure une prairie, ou on modifie le devenir des résidus de culture, eh bien, la trajectoire va être modifiée. On va évoluer vers une valeur d'équilibre plus forte si les pratiques favorisent le stockage ou plus faible si elles le défavorisent. Voilà. Alors cette notion d'équilibre est importante. Elle est à bien distinguer de la notion de saturation, alors qui est une notion un peu contestée par des chercheurs en sciences du sol, qui reflète la capacité limitée du sol à stabiliser, hein, du carbone via des interactions organo-minérales. On y reviendra. Alors si on regarde rapidement, hein, l'état des stock de carbone organique dans les sols français. Vous avez ça sur la carte à droite. Plus c'est rouge, hein, plus les stocks sont élevés. Alors, un ordre de grandeur, hein, si on fait l'intégrale de tous ces stocks, ce qu'on a dans nos sols pour le territoire métropolitain, ça représente 3,58 milliards de tonnes de carbone. Si on convertit ça en CO2, ça fait 13 milliards de tonnes. Et c'est à peu près l'équivalent de 30 années d'émissions françaises de CO2. Voilà, c'est pour dire un petit peu l'importance de ce stock. Et puis ce qu'on voit aussi sur cette figure, c'est qu'on a des stocks plutôt plus élevés dans les régions d'altitude, ou des régions qui ont un passé prairial, comme la Bretagne, et à l'inverse, des stocks plus faibles dans les zones de plaine.
Alors, il y a un effet fort, hein, bien connu des modes d'occupation du sol. Là où les stocks sont les plus élevés, c'est sous forêt et sous prairie permanente. On a de l'ordre de 80 tonnes de carbone organique à l'hectare. C'est plus faible sous verger et grandes cultures. On est plutôt à 50 tonnes et encore plus faible dans des cultures où il y a très peu de restitution, hein, de l'ordre de 35 tonnes dans des vignes, avec bien sûr, pour chacun des usages des sols, une grande variabilité. Alors, on a fait un travail il y a quelques années euh, avec le modèle ROTC, qui est un modèle d'évolution des stocks de carbone dans les sols, qu'on peut utiliser en mode reverse, c'est-à-dire on ne regarde pas si on mettait en œuvre telle ou telle pratique, comment évoluerait le stock de carbone. On renverse la question, on dit si je voulais atteindre tel stock, quelles entrées carbone seraient nécessaires pour l'atteindre. Et donc, on a fait ça avec cette fameuse idée du 4 pour 1000. Quelle serait la quantité de carbone entrant nécessaire dans les sols français pour augmenter les stocks de 4 pour 1000 par an? Et on a comparé ça à la quantité de carbone disponible évaluée par ces NPP, c'est-à-dire la Net Primary Production des écosystèmes, c'est-à-dire la quantité de carbone produite par les écosystèmes. Et ça nous a permis de calculer est-ce que cette disponibilité en carbone entrant, c'est-à-dire ce qui est fourni par les écosystèmes, est supérieure à ce qui serait nécessaire pour augmenter les stocks de 4 pour 1000, auquel cas on peut dire ben, on pourrait faire 4 pour 1000, ou inférieure. Et à ce moment-là, on va dire ben non, il nous manque du carbone entrant pour augmenter les stocks de 4 pour 1000. On a aussi comparé la teneur atteinte après 30 ans à cette teneur à saturation, hein, que j'évoquais précédemment pour dire est-ce que le sol, au bout de 30 ans, serait saturé ou toujours non saturé. Et alors, ça a donné ben, la carte suivante. Alors, quand c'est plutôt orange, c'est qu'on est non saturé, c'est-à-dire il y a de la marge, hein, pour progresser, versus quand c'est plutôt bleu-violet, c'est qu'on est proche où on a atteint la saturation. Et alors ce qu'on observe sur cette carte-là, c'est que les terres arables, c'est-à-dire les grandes plaines, bassin parisien, bassin aquitain, etc., ben, elles sont non saturées, c'est-à-dire que on pourrait stocker davantage et stabiliser davantage, mais elles sont aussi caractérisées par une balance négative, c'est-à-dire que les disponibilités en carbone entrant sont inférieures à ce qui serait nécessaire pour augmenter les stocks de 4 pour 1000 par an. Et donc, bon, à l'inverse, hein, on a des zones, principalement des zones de montagne ou les Landes, la Bretagne, où on est proche de la saturation. Donc ça veut dire que les terres arables, hein, des grandes zones de production céréalière, c'est vraiment la cible prioritaire pour augmenter les stocks. C'est là où on a de la marge. Mais la deuxième idée importante également, c'est que ben, le moyen d'y parvenir, c'est d'augmenter les apports de carbone, parce que c'est ça qui manque. Ce qui manque, c'est du carbone entrant. Voilà. Et donc, on a conduit une expertise, hein, pour euh, évaluer le potentiel de stockage additionnel associé à plusieurs pratiques agricoles, qui a confirmé, hein, que là où il y avait du potentiel de stockage additionnel, c'est dans les zones de grande culture. On peut faire même mieux que 4 pour 1000, on peut faire de l'ordre de 5 pour 1000, et le potentiel de stockage additionnel, il est à 86% dans les zones de grande culture. Parmi la dizaine de pratiques, hein, que l'on a évaluées, il y en a trois qui arrivent en tête, à la fois en termes de capacité de stockage par unité de surface, mais surtout aussi en termes d'assiette sur laquelle on peut les mettre en œuvre. C'est la généralisation des cultures intermédiaires, hein, ne pas laisser les sols nus, avoir toujours une végétation qui fait rentrer du carbone dans le système. La deuxième, c'est l'agroforesterie et les haies, hein. Là aussi, ben, faire entrer
du carbone via les arbres. Et puis la troisième, c'est dans les zones d'élevage ruminant, notamment, remplacer le maïs en silage, hein, qui est une culture où il y a très peu de restitution de carbone au sol, par de la prairie temporaire. Voilà. Et donc, en mettant en œuvre, hein, toutes ces pratiques stockantes, les trois et puis les autres, hein, on a un potentiel de 59 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, si on y ajoute aussi le stockage dans la biomasse pour les haies et l'agroforesterie. Et si on compare ça aux émissions françaises, alors mon chiffre date un peu, hein, maintenant on est autour de 400, 436 en 2019, eh bien, avec ce stockage additionnel de carbone, on compenserait 13% des émissions françaises. Voilà. Alors, ce que j'ai dit sur le fait que le potentiel de stockage additionnel que j'ai souligné, il est surtout dans les zones de grande culture, ne doit pas faire oublier que en forêt et en prairie permanente, les stocks sont déjà importants. Il y a peu de possibilités de les augmenter encore, et l'enjeu, c'est plutôt de préserver ces stocks existants. Voilà, j'ai fini et je passe la parole à Julien. Merci Sylvain, parfait. Merci pour ta présentation. On a deux questions qui sont arrivées par le public. On a la première question. Comment un agriculteur peut-il se fixer concrètement un objectif chiffré en termes de stock de carbone dans son sol? Ah, question difficile. Parce que, alors, bon, le chiffre 4 pour 1000, hein, c'est un chiffre calculé à l'échelle mondiale. Il ne fait pas forcément sens dans une parcelle ou dans une exploitation particulière, si ce n'est que c'est intéressant de comparer ce qui peut être fait localement à ce chiffre un peu repère, quoi. Mais si on est dans un sol où il y a des difficultés, mauvaise stabilité structurale, mauvaise propriété, sensibilité au tassement, où c'est particulièrement intéressant d'augmenter stock pour des raisons agronomiques, ben à ce moment-là, on peut viser plus que 4 pour 1000. Après, pour un agriculteur, hein, le problème va beaucoup être, parce que c'est toujours intéressant de stocker plus de carbone. Le souci, il est du côté de la ressource. Parce que souvent, c'est ça qui est limitant, quoi. Euh, et donc, c'est de bien s'interroger sur qu'est-ce que je fais de la biomasse que je produis, mes résidus de culture, ma paille, voilà, est-ce que j'ai un élevage ou pas? Et finalement, c'est beaucoup ça qui va être déterminant. Et merci Sylvain. Alors après, d'autres questions qui sont arrivées par le chat, donc je vous invite vraiment à les poser par question-réponse. Le 4 pour 1000 représente quel chiffre en termes de matière organique? Alors, le 4 pour 1000, c'est une augmentation. Donc, il ne, ça n'est pas une teneur en carbone organique dans un sol. Les teneurs en carbone, matière organique dans un sol, hein, c'est de l'ordre de quelques pourcents, hein, de la masse du sol qui est constituée de matière organique. Classiquement, dans un sol agricole, on va être à 1, 2% de matière organique dans le sol. Et donc, l'idée du 4 pour 1000, c'est si on arrivait à augmenter ce chiffre de 4 pour 1000 par an, donc de 0,4% par an. Donc, alors, je sais que c'est toujours une difficulté, hein. L'idée du 4 pour 1000, c'est l'idée d'un stockage additionnel, quelque chose en plus. D'accord. Mais qui, encore une fois, qui doit aller de pair avec l'idée que le carbone qui est déjà là, ben, il faut le préserver. Oui, de pas déstocker, de le préserver. Oui, oui, oui. Et alors, encore une fois, je vous invite vraiment à poser les questions sur questions-réponses. Je vais prendre une de questions-réponses. Euh, une question par rapport au territoire de Bretagne. Qu'est-ce qui explique les stocks de carbone présents sur la pointe de la Bretagne?
une question très régionale. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'on a des sols quand même à teneur en argile assez élevée. Alors j'ai pas eu le temps d'entrer dans le détail, hein, mais ce qui fait que un sol va le carbone organique, hein, ce qu'on sait maintenant qu'il y a dans un sol, c'est principalement du carbone microbien, hein. Donc à l'origine, c'est des résidus végétaux, mais qui ont été transformés par la flore du sol, la biomasse microbienne, etc. Et à l'arrivée, ce sont des petites molécules d'origine microbienne. Et le processus intéressant qui se passe, c'est que ces petites molécules, elles interagissent avec les particules minérales du sol pour faire des complexes organo-minéraux qui vont être très stables. Et c'est ça qui va permettre, qui va faire que ce carbone va rester là longtemps. Alors, dans les sols bretons, on a quand même des sols plutôt lourds, argileux, pas que, mais donc c'est une des raisons qui fait que le sol a une assez forte capacité à stabiliser du carbone, d'où des teneurs élevées. Et puis l'autre raison, c'est le passé prairial de cette région. Et la troisième, c'est l'importance des apports organiques liés à la densité animale. Et alors après, lié toujours au stockage du carbone, j'ai des questions, on va dire, au niveau du temps ou de l'équilibre. Donc, est-ce que le stockage du carbone, le stockage supplémentaire dont on parlait, est-ce qu'il est infini dans le temps? Et finalement, jusqu'où on peut aller? Parce que si, là, quand tu dis qu'on va augmenter de 4 pour 1000, est-ce qu'il y a une limite? Et une autre question là qui est liée un peu à ça, et euh, combien de temps peut durer ce stockage avant d'arriver à l'équilibre? Parce que j'imagine qu'il Oui, va y avoir une limite, ouais. oui, oui. Alors ça se compte en dizaines d'années. Alors après, ça va dépendre des types de sols, etc. Mais oui, c'est plutôt de l'ordre de 20, 30 ans. Et alors, c'est une difficulté parce que les dynamiques de stockage sont plus lentes que les dynamiques de déstockage. On met du temps hein, à accumuler ce carbone, mais si on laboure une prairie, par exemple, on va entrer dans une cinétique de décroissance qui peut être assez rapide. Alors, ça ne se fait pas en une année, hein, mais voilà. Alors, bon, ben, les simulations qu'on a fait, hein, j'ai peut-être oublié de le mentionner, quand on comparait euh, l'augmentation à la teneur à saturation, ben, ce qu'on voyait, c'est qu'au bout de 30 ans, ben, on était toujours assez loin de la saturation. Donc, dans les sols de grande culture français, on a de la marge, enfin, avant d'arriver à cette fameuse saturation, hein. On peut augmenter les stocks pendant un certain temps. Mais effectivement, on dit toujours hein, que l'augmentation des stocks de carbone dans les sols agricoles, ça n'a qu'un temps parce qu'on ne peut pas infiniment augmenter ce stock. Mais voilà, ça peut être quand même très aidant. Enfin, les chiffres que j'ai montrés à la fin, arriver grâce à ça à compenser 13% de nos émissions, c'est quand même pas mal. Même si ça illustre aussi l'idée que stocker du carbone tout seul, enfin, on ne peut pas ne faire que ça. Ça ne suffira pas à atteindre la neutralité carbone. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut réduire nos émissions. Donc l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, c'est de les diviser par 6 et en même temps augmenter les puits, donc le stockage de carbone dans les forêts et dans les sols. Alors l'actualité un peu récente qui remet à l'ordre du jour le stockage de carbone dans les sols, c'est que on comptait beaucoup sur les forêts pour stocker du carbone et les données relatives à ces dernières années montrent que les forêts ben, ne stockent pas autant qu'on espérait. Alors c'est lié au réchauffement climatique, au fait que les arbres ont soif, aux attaques sanitaires que subissent les arbres, aux incendies et donc le puits forestier ne tient pas toutes ses promesses. Et du coup, bah oui, ça renforce un peu l'intérêt de mettre en œuvre des pratiques pour stocker du carbone dans les sols agricoles. Oui, donc il y avait une question justement sur le dépérissement des arbres, donc le maintien du stock en forêt et en prairie. Et en gros, il faut qu'il y ait une bonne santé à la fois de, on va dire, je sais pas si on peut mesurer la santé de la prairie ou de la forêt, mais c'est lié. Là, quand tu parlais, les arbres ont soif, donc s'il y a un dépérissement d'arbres, fatalement, le puits de carbone, il jouera plus son rôle dans une forêt, par exemple. Oui, 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 c'est comme ça qu'on explique la réduction actuelle du puits forestier. Alors c'est vrai que c'est un avantage du,
mettre du carbone dans un sol, c'est qu'il est relativement assez peu vulnérable. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre feu, ce carbone. Alors que quand on le stocke dans des troncs d'arbres, ben, il y a, oui, les risques parasitaires, il y a les risques incendie, etc. Donc, stocker du carbone dans les sols a aussi cet intérêt, quoi, d'être relativement... euh, oui, c'est un stock assez peu vulnérable. Sauf si on arrête les pratiques vertueuses, auquel cas on le repère, ce carbone. Mais ça me fait une transition toute trouvée pour parler de l'intervention de Jean-Baptiste Delay. Merci Sylvain. De toute façon, on aura à nouveau un temps de questions-réponses commun avec toi et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je vais aussi te laisser te présenter et te laisser la main pour parler un peu de toutes les solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre sur ce sujet carbone et agriculture et notamment pour voir ce qu'on peut faire en élevage, en polyculture élevage. Donc Jean-Baptiste, je te laisse la main. Bonjour, merci Julien. Donc merci effectivement de me donner également l'opportunité d'aborder cette question-là avec vous. Donc à l'Institut de l'élevage, on travaille sur cette problématique changement climatique, atténuation de l'impact de l'activité d'élevage sur le changement climatique maintenant depuis une vingtaine d'années à peu près. Et cette question du stockage de carbone est pour nous très centrale. Donc on va y revenir ensuite. Et c'est de repositionner en fait cette question du stockage de carbone, de la transition, de la décarbonation au sein des exploitations avec l'idée d'accompagner d'ores et déjà aujourd'hui les éleveurs et puis les acteurs du conseil, etc., dans des stratégies qui permettront de réduire notre impact ou d'augmenter notre contribution positive. Donc en fait, Sylvain a bien dressé le décor et puis les éléments fondamentaux de la recherche par rapport à ces problématiques-là. Je vais revenir sur certains éléments et puis faire le lien également avec toutes les démarches que l'on met en place au niveau national pour accompagner les producteurs sur cet aspect. Alors, la question du stockage de carbone. Alors, en fait, on ne s'était pas concerté avec Sylvain, mais on a tout à fait la même introduction. C'est-à-dire que c'est plus qu'un levier d'atténuation du changement climatique, cette question du stockage de carbone. Euh, alors, je trouve que c'est très bien puisqu'on remet un peu plus d'agronomie aujourd'hui au milieu du conseil et de l'accompagnement des producteurs, et c'est là un élément très important. Alors, est-ce que c'est lié à ce changement climatique? L'adaptation que l'on va devoir mettre en place par rapport à ce changement climatique, la réduction de l'impact sur le climat en préservant les stocks de carbone, en les augmentant. Il y a toute une composante aussi autour de la capacité productive, parce que si on a des sols riches en matière organique, on aura un fonctionnement du sol qui va être très, très varié, avec une forte biodiversité. Et donc tous ces éléments-là entrent en ligne de compte. Et c'est pour ça que cette question du stockage de carbone, elle doit vraiment être très large et en tout cas pour les agriculteurs, ne pas être vécu comme une contrainte, mais au contraire une opportunité pour améliorer les systèmes de production dans la durée, compte tenu des évolutions que l'on va vivre dans les années à venir. Alors, Sylvain a présenté cette carte. Je ne vais pas la représenter, simplement pour vous préciser que les stocks de carbone dans les sols sont relativement importants. Vous avez ici les quantités en tonnes par hectare selon les différents modes d'occupation. Je pense qu'il y a un enjeu très important, c'est effectivement de maintenir ces stocks. Si on venait, par exemple, à relarguer des quantités importantes de ce carbone stocké dans les sols, on pourrait avoir un emballement climatique avec des relargages de gaz de CO2 très importants. Et si on regarde, par exemple, les quantités qui sont stockées dans les systèmes prairiaux, on est à peu près sur des teneurs en carbone dans les sols à peu près similaires aux forêts. On évoquait les forêts tout à l'heure. Et donc ça, c'est un élément important à prendre en tête, à avoir en tête et justement de voir comment on peut aider les agriculteurs, les éleveurs à maintenir ce stock. Et ensuite, il y a tout un enjeu, effectivement, d'accroissement de ce stock et donc de voir quelles sont les pratiques que l'on peut mettre en place aujourd'hui pour augmenter ce stockage de carbone dans les sols. Alors, sur cette même carte du stock de carbone, en fait, on a généralement l'habitude de regarder en fait quelle est l'occupation du territoire par l'élevage de ruminants, puisque le stock de carbone dans les sols est très lié à la part de prairies dans la SAU. Et donc, de fait, associé à ces prairies, donc les effectifs de vaches laitières, les effectifs de vaches allaitantes.
Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent cela, hein. C'est la couverture permanente des sols, c'est le retour au sol de la matière organique dès lors que l'on a de la prairie, c'est le retour au sol des déjections animales. Et donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous permettent d'expliquer les teneurs assez importantes de carbone que l'on peut avoir dans certaines régions et stock de carbone important qu'il convient de préserver. Alors, justement, par rapport, alors il y a tout ce travail-là est issu sur, donc il y a il y a l'observatoire GIS-Sol, il y a toutes les simulations qui ont été faites dans le cadre du 4 pour 1000. Récemment, en fait, on a conduit avec les interprofessions du lait et de la viande, on a relancé un observatoire sur les stocks de carbone dans les sols, dans plusieurs sites au niveau national. Vous avez ici sur les sites sur la petite carte, là, ce sont des sites expérimentaux. En fait, on a cherché sur ces sites expérimentaux à retracer les pratiques depuis les années 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui et de reprendre également pour ces différentes dates les teneurs en matière organique et puis de voir de quelle façon ont évolué ces teneurs en matière organique dans les sols. Et donc, ça nous permet effectivement de conforter tous les observatoires qui sont en place avec des quantités de carbone stockées qui sont relativement importantes. Bon, là, sur le réseau de parcelles, sachant il y a un élément aussi important, on parle généralement du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres de sol, mais il y a également du carbone qui est stocké en profondeur. Et donc ça, c'est un élément très important et qui est peut-être aussi ce carbone stocké en profondeur moins vulnérable vis-à-vis du changement climatique. Et donc, lorsque l'on cumule ce stock de carbone ici jusqu'à 75 cm, bah, on voit que l'on peut atteindre en moyenne 107 tonnes de carbone par hectare. C'est significativement plus fort dès lors que l'on a une part de prairie importante et c'est aussi corrélé à l'argile, la part de sable, etc. dans ces sols. L'horizon 0,30 représente une part importante, de fait, 77%. Et donc, il y a aussi tout un ensemble de travaux au niveau national et international qui visent à évaluer quelle est la migration en profondeur de ce carbone des premiers horizons vers les horizons plus profonds. Et vous avez ici sur le graphique, en fait, l'ensemble des prélèvements qui ont été effectués. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les différents horizons de sol, et puis il y a toute la variabilité aussi que l'on observe. Alors, à la fois en fonction des systèmes de production, alors même, mais ce sont là des systèmes d'élevage de ruminants, mais on peut avoir des modes de gestion des surfaces qui diffèrent. Et puis, en fonction aussi de la situation de la parcelle, du type de sol. Et il y a un effet très fort lié au point de prélèvement. Et ce qui veut dire que lorsque l'on suit la matière organique du sol, il va falloir être très précis lorsque l'on effectue des mesures et lorsque l'on effectue des prélèvements pour ensuite mesurer les teneurs. Alors, les éléments qui vont influer sur c'est l'évolution, alors le stock actuel et l'évolution du stockage, c'est effectivement la météo, les zones plus océaniques versus les zones au climat des zones de montagne, par exemple, la gestion agricole, le travail du sol, le labour, les rotations culture-prairie, la fertilisation, l'implantation de couverts intermédiaires, les prairies, est-ce qu'on va pratiquer davantage le pâturage ou la fauche? Et puis ensuite, le type de sol, la quantité d'argile, le pH, etc. Et la fonction du sol également autour de cette vie du sol, savoir si on a un sol qui est très actif ou au contraire un sol avec une faible part de vie microbienne. Alors, Sylvain a présenté ce graphique, c'est qu'effectivement, l'objectif pour nous, c'est de voir comment évolue ce stock de carbone d'année en année. Donc, on va plutôt être sur des cycles longs. Hein, c'est parfois, quelquefois dans les outils de monitoring carbone, on nous dit qu'il faudrait avoir une évaluation du stockage de carbone à 5 ou 10 ans, alors qu'en fait, on est sur des cycles qui sont beaucoup plus longs. Et donc, il faut vraiment s'inscrire, parce qu'on a un effet année, on a un effet pratique, etc. S'inscrire sur un monitoring qui soit sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, en fait, on suit cette dynamique en fonction des pratiques qui vont être mises en œuvre. Alors ici, par exemple, avec la conduite actuelle, on a plutôt une décroissance du stock de carbone dans les sols, peut-être lié à un changement d'usage de ces sols. Et puis, si on met en place une conduite, soit en changeant l'usage des sols, on réimplante de la prairie ou on allonge la durée des prairies temporaires,
ou si on change la gestion des prairies, par exemple avec de la fertilisation, le chargement animal, etc., etc., avec une nouvelle conduite, on pourra générer un stockage additionnel. Et donc tout l'objectif, c'est effectivement de manager au mieux à la fois la conduite actuelle et donc l'évolution tendancielle, et puis essayer effectivement d'avoir, compte tenu des pratiques mises en place, un stockage additionnel qui soit relativement conséquent. Alors, stockage de carbone actuel sous l'effet des pratiques. Donc ça, c'est des travaux qu'avait conduit Sylvain et la publication de 2020, où vous avez ici, pour les prairies permanentes sur la gauche et pour les grandes cultures et prairies temporaires, le stock moyen, donc c'est en pour 1000 par an, hein, donc avec des zones en bleu où on a un potentiel de stockage, et puis des zones en rouge où on est proche de la saturation parce qu'on a parfois des prairies qui sont en place depuis très longtemps. Alors on dit toujours que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Effectivement, il y a des zones dans lesquelles on va peut-être atteindre l'équilibre ou la saturation en matière de stockage de carbone et que le stockage additionnel sera relativement faible. Et puis sur la droite, donc les zones où on va avoir plutôt de la polyculture élevage avec de la prairie et de la grande culture, mais dans les zones de polyculture élevage plutôt en bleu, où on a une part de prairie temporaire plus importante, on va avoir un stockage qui sera relativement plus élevé. Donc une moyenne nationale à 47 kg de carbone par hectare et par an sur les systèmes grande culture prairie temporaire, et une moyenne autour de 212 kg de carbone par hectare et par an pour les prairies permanentes, sachant qu'il y a des variations très très fortes et qu'on peut aller de 0 à 250, 300, 400, 500 kilos. Voilà. Et donc l'objectif, c'est effectivement de bien appréhender dans quelle situation on se trouve pour déterminer ce potentiel de stockage. Alors les pratiques sont nombreuses. Il y a ici une illustration avec quelques pratiques qui ont été évaluées dans différentes régions. Et vous avez le potentiel de stockage de carbone additionnel dans différentes régions compte tenu de la situation actuelle et de la mise en œuvre des différentes pratiques, avec le potentiel de mise en œuvre de ces pratiques. Donc on va parler d'implantation de couverts, l'implantation de nouvelles prairies de fait, ou l'allongement des prairies temporaires, favoriser le pâturage comparativement à la fauche, puisque la fauche, en fait, on a tendance à exporter davantage et avoir une restitution au sol liée à la sénescence qui est plus faible. Associer des graminées et des légumineuses, bien répartir les épandages. Donc les épandages, alors là, il y a eu ces 20 dernières années une forte évolution et une meilleure valorisation des déjections animales. Et donc c'est très très favorable pour l'azote, pour réduire l'utilisation d'azote de synthèse, mais c'est également très favorable pour le stockage de carbone. Donc il faut poursuivre dans cette voie. Et puis après, toute la place de la haie, l'agroforesterie dans nos systèmes de production, agroforesterie qui est quand même peu développée au niveau national. Donc on a un potentiel là, ici, qui est relativement important. Alors ensuite, comment on va pouvoir mettre en place des suivis sur les exploitations pour essayer, alors sachant que c'est un sujet qui est, vous comprenez, qui est relativement complexe, mais il faut essayer d'ores et déjà d'avoir des outils qui vont nous permettre de suivre, à la fois d'avoir une idée du stock, mais aussi de suivre le stockage de carbone additionnel, soit avec des mesures in situ, soit avec l'utilisation de modèles. Alors on va essayer de brosser très rapidement les deux modalités. Ici, par exemple, dans le cadre du projet OCBO, où on a refait là, cet observatoire du stock de carbone dans les sols, ça veut dire qu'en fait, on a mis en place pour ces sols à différentes profondeurs, donc jusqu'à 75 cm, effectué des prélèvements pour évaluer la teneur en carbone organique dans ces sols, effectuer également la mesure de densité apparente, parce que ça, c'est un élément important, puisque la matière organique seule, bon, elle permet de refléter la richesse du sol en matière organique, mais elle ne permet pas à elle seule de déterminer le stock de carbone, et donc il faut déterminer la densité apparente, et puis ensuite la teneur en éléments grossiers. Donc c'est relativement lourd et complexe à mettre en place, mais ça fait partie des outils qui nous sont donnés pour suivre cette évolution du stockage de carbone. Alors, ce qui veut dire qu'il faut être très précis dans la mesure et il faut être également très précis dans le référencement géographique du point de prélèvement. Parce que ce que l'on a observé, c'est une variabilité très forte intraparcellaire liée à des pratiques anciennes ou au type de sol dans la parcelle.
Et donc, ce qui fait que lorsque l'on veut suivre une cinétique d'évolution, il faut vraiment revenir au même point de prélèvement. Et ensuite, ce que l'on utilise aussi, ce sont les modèles. Donc, dans le cadre des travaux conduits par l'INRAE, là, sur le 4 pour 1000, donc, ce sont des modèles que nous, on qualifie plus de recherche, tels que STIX et PASSIM, qui permettent d'avoir vraiment une évaluation très précise de ce stockage de carbone dans les sols. Et puis, nous, on va plutôt se diriger vers des modèles davantage orientés pour une utilisation en exploitation. Alors, ROTSE est un des modèles que l'on peut utiliser en exploitation, mais qui est déjà d'un niveau de complexité un peu plus élevé que les suivants. Par exemple, AMG, qui est développé par le consortium Arvalis-INRAE. On a développé récemment également un modèle Carsolel, qui est un modèle simplifié issu des modèles INRAE, STIX et PASSIM. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'Institut de l'élevage et à faire quelques simulations. C'est assez facile à faire cette évaluation en fonction des situations. Et puis, il y a également les méthodes telles que l'IPCC, par exemple, où en fait, on va essayer de façon relativement simple, avec une certaine erreur dans l'évaluation certainement, mais qui va permettre en fait quand même d'évaluer le potentiel de stockage dans les exploitations. Donc, ça consiste tout simplement à bien connaître le stock de carbone, puisque vous avez compris que le stock de carbone allait définir le potentiel de stockage additionnel, d'avoir des facteurs de gestion, c'est-à-dire est-ce que j'ai un travail du sol, de quel type, est-ce que j'ai du pâturage, est-ce que j'ai de la fauche, quels sont les rendements, les légumineuses, etc. Et donc, on va avoir des facteurs qui vont être soit favorables, donc supérieurs à 1, soit défavorables, inférieurs à 1. Et puis ensuite, on va avoir aussi des facteurs liés aux intrants, la part d'azote, la quantité d'azote minéral ou organique apportée. Et donc, l'utilisation de ces équations-là nous permettent de voir quelle est l'évolution donc entre un stock initial et puis après l'application de ces pratiques pendant 5 ou 10 ans, quel va être le stock final obtenu sur ces parcelles et ensuite à l'échelle de l'exploitation. Alors, ce qui me semble important aussi, alors il y a toutes ces équations que l'on utilise, donc en fait on va mixer des mesures et l'utilisation de modèles. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir une approche globale de cette question du stockage de carbone à l'échelle du système d'exploitation. Et donc, un producteur aujourd'hui, un éleveur, travaille à l'échelle de son système. Il ne travaille pas. Alors, il va travailler à l'échelle de la parcelle, bien évidemment, mais à l'échelle de son système de culture et comment ce système de culture opère avec la production fourragère, la production de cultures de vente, etc., etc. Et donc, il faut chercher une bonne circularité du carbone et de l'azote, réduire les pertes, et puis tout ça, ça va agir sur la capacité productive. Et donc, la nécessité, effectivement, d'avoir cette approche qui combine culture et troupeau, parce qu'il y a quelques outils qui existent et qui reprennent certains éléments des deux composantes, mais ça nous semble insuffisant. Et en tout cas, il faut assurer la cohérence globale. Comment on valorise les déjections, comment on valorise les fourrages, quels sont les intrants, soit sur les surfaces, soit pour l'alimentation des animaux, et vraiment avoir une approche systémique qui vont assurer la robustesse aussi du système d'exploitation dans la durée, compte tenu du changement climatique. Et donc, c'est ce que l'on développe avec l'outil Cap2ER qui est aujourd'hui mobilisé au niveau national. Alors, ensuite, il y a tout un travail de sensibilisation à opérer auprès des conseillers, auprès des éleveurs, des agriculteurs, auprès des opérateurs des filières aussi, de plus en plus. Et donc, il faut essayer d'évaluer au mieux à la fois les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Et donc, vous avez ici une sortie de résultats Cap2ER alors sur une exploitation laitière, où on va déterminer effectivement les postes d'émissions de gaz à effet de serre et également la contribution au stockage additionnel de carbone associé aux prairies temporaires, aux prairies permanentes, aux haies, etc. Et ça va nous permettre de déterminer un bilan qui est en fait une empreinte carbone nette. Et donc, ça consiste en fait, alors on peut rapporter séparément les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, mais c'est aussi intéressant de combiner les deux pour avoir une empreinte carbone nette qui nous permet en fait de voir quel est le réel impact sur le changement climatique lié à tel ou tel système de production. Et au-delà du stockage additionnel, c'est important également de bien évaluer le stock de carbone aujourd'hui dans les sols de cette exploitation, de manière à pouvoir assurer le maintien de ce stock. Sachant qu'aujourd'hui, aucun outil
de politique publique ou autre, ne permet d'accompagner financièrement les producteurs pour le maintien de ce stock. Donc là, il y a une réelle question aussi d'accompagnement des éleveurs dans ce maintien. Alors ici, je vous présente quelques résultats issus de la base de données Cap2ER. C'est un échantillon de fermes laitières, donc c'est 12 250 fermes, où vous avez ici la production laitière, le chargement, la part de prairie, l'empreinte carbone du lait, et puis la consommation d'énergie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quel type de système faut-il demain? Est-ce qu'il faut des systèmes intensifs avec une forte production laitière par vache, donc par exemple le type 2, donc ça c'est suite à une analyse statistique, soit le type 1, système plus extensif, où on va avoir une production laitière plus faible, un chargement plus faible également, et vous voyez que l'empreinte carbone en fait est assez différente entre les deux systèmes, de même que les consommations d'énergie. Aujourd'hui, si on cherche à embarquer les producteurs et les acteurs des filières dans des démarches de carbonation sous le seul angle de l'empreinte carbone sans considérer le stockage, et bien là, en fait, il faudrait se diriger vers des systèmes intensifs avec une forte production à l'animal. Si on vient ajouter à cette évaluation des émissions de gaz à effet de serre les composantes stockage de carbone ou contribution au service écosystémique comme la biodiversité, ou une composante azotée avec l'excédent de la balance azotée, ou l'autonomie protéique, ben, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que les systèmes avec une plus faible production laitière par vache, par hectare, ont peut-être effectivement une empreinte carbone un peu plus élevée, mais contribuent à un stockage de carbone plus important et au maintien d'un stock également plus important sur les exploitations, une contribution à la biodiversité, etc. Donc après, il faut choisir en fonction du contexte pédoclimatique, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir tous ces éléments-là en tête, puisque l'activité d'élevage a été incriminée d'être responsable des émissions de gaz à effet de serre du fait du méthane. Et jusqu'à maintenant, dans ces évaluations, peu prennent en compte justement l'effet du stockage de carbone dans les sols, et c'est une composante importante. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, lorsque l'on fait un schéma d'accompagnement des producteurs, c'est de ne pas regarder uniquement, de ne pas fonctionner en silo. Bon, ça, on le dit tout le temps, mais effectivement, on peut très bien aujourd'hui travailler sur les émissions de gaz à effet de serre, demain sur l'ammoniac, le jour suivant sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, etc. Mais c'est vraiment d'avoir une approche holistique qui va reprendre l'ensemble des dispositifs, des indicateurs environnementaux. Et puis également, lorsque l'on construit des plans de progrès avec ces agriculteurs, d'intégrer la dimension adaptation au changement climatique. Alors, ce qui est important, effectivement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions de recherche sur cette question du stockage de carbone, mais il ne faut pas que ça nous empêche d'impliquer d'ores et déjà l'ensemble des acteurs des filières dans déjà la formation, la sensibilisation, les évaluations, la création d'observatoires, et puis ensuite, petit à petit, de les impliquer dans des plans de progrès. Aujourd'hui, par exemple, il y a 48 000 fermes d'élevage qui ont été auditées avec Cap2ER, qui nous donnent une bonne photographie de la situation en matière d'impact environnemental. Et puis, un certain nombre ont déjà engagé des démarches de progrès jusqu'à l'évaluation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et jusqu'à une valorisation, soit dans le cadre du label bas carbone, soit dans le cadre de primes filières ou de paiements pour services environnementaux. Voilà, alors simplement pour dire que c'est une thématique complexe, il y a encore des choses à travailler dans le domaine de la recherche, etc. Mais il faut avancer sur cette question du stockage de carbone, proscrire le raisonnement monocritère en intégrant l'ensemble des aspects, promouvoir l'approche systémique, donc ça c'est un élément très important. Il y a de fait un potentiel d'amélioration de l'existant, répondant aux objectifs de décarbonation à l'horizon 2050, mais il y a aussi des risques liés au changement climatique qui peuvent en fait consommer ce CO2 stocké dans les sols. Et puis, il y a un enjeu très fort aujourd'hui, c'est comment on passe tous à l'action pour accompagner les producteurs pour qu'ils appréhendent en fait cette question du stockage de carbone, des pratiques, etc. Parce que c'est quand même un sujet complexe qu'il faut essayer d'appréhender de façon assez simple. Voilà, je vous remercie. Voilà les éléments. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour ta présentation. Par rapport aux différentes questions et dans les 10 minutes qui nous restent,
Moi, j'ai une question un peu qui reprend un certain nombre d'interrogations sur la comptabilité environnementale. Comme tu disais tout à l'heure aussi, la rémunération des services écosystémiques. Aujourd'hui, on parle de carbone. Souvent, c'est perçu comme un problème pour l'agriculture. Or, on se rend compte que c'est une sacrée solution si on change certaines pratiques. Finalement, mais pourquoi on veut stocker du carbone indirectement? C'est pour atténuer le changement climatique. Et comment on arrive à faire en sorte pour les éleveurs ou pour les agriculteurs euh, s'entraîner dans ces changements de pratiques, sachant qu'il n'y a pas forcément une rémunération derrière, quoi. Comme tu le disais aussi tout à l'heure, le stock dans les prairies n'est pas pris en compte jusqu'à aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. On prend toujours en compte qu'est-ce qu'on va capter, Hmm. mais la question du stock n'est pas appréhendée. Donc, euh, cette question du carbone et de l'agriculture, comment on arrive à en faire un vrai effet levier si jamais on parle finance? Alors, nous, ce que l'on essaie effectivement, alors déjà, c'est de démystifier cette question. C'est-à-dire que c'est d'essayer d'expliquer simplement aux éleveurs, en fait, le lien entre les pratiques mises en œuvre sur les exploitations et soit la contribution au stockage, soit les émissions de gaz à effet de serre, etc. Parce que c'est un sujet qui est relativement complexe. Quand on commence à parler de méthane, de protoxyde d'azote et de stockage de carbone, bon, il faut montrer le lien aux pratiques. Donc, c'est d'avoir des outils qui soient opérationnels avec des indicateurs de pratique. Ensuite, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, en fait, la performance technique est très liée aux résultats environnementaux. C'est-à-dire que si on a une optimisation des intrants, par exemple, on aura moins d'émissions de gaz à effet de serre. Si on a un stockage de carbone plus fort dans les sols, on aura une meilleure adaptation, une meilleure résilience face au changement climatique. Et donc, c'est de bien réexpliquer ce lien, en fait, aux producteurs pour les inciter, effectivement, à entrer dans des démarches de progrès. Mais ça nécessite beaucoup de formation, de sensibilisation, et il y a un gros travail à faire autour du conseil. Parce que quand je dis il faut avoir une approche systémique, ça paraît simple, mais il faut avoir un niveau de compétence de l'ensemble du système. C'est-à-dire que on peut avoir un conseiller qui soit spécialisé en fertilisation du maïs ou en mélange graminées légumineuses, mais il faut aussi des conseillers qui aient une approche globale du système d'exploitation pour rechercher les meilleures options. Et donc là, on ressent parfois des difficultés de la part de certains organismes de conseil à appréhender justement l'ensemble des questions pour avoir une approche qui soit globale avec l'éleveur et donc proposer des plans d'action qui soient cohérents. Parce que c'est souvent le conseiller qui passe le dernier qui a le dernier mot quelquefois. Hmm. Donc il faut chercher à opérationnaliser au mieux le conseil. Ok, ouais, c'est très important. Et une question pour tous les deux. Il y a eu énormément, il y a une trentaine de questions encore en suspens. Euh, mais c'est une question euh, relative toujours sur cette question du carbone. On a parlé d'élevage. Donc, tu as parlé aussi de carte laitière. On dit quand un lait quitte un territoire, c'est difficile de le faire revenir. La déprise laitière, on le constate dans certaines régions. Il y a des questions sur l'agroforesterie, comme tu as parlé, Sylvain. C'est quoi le principe de réalité sur le changement de pratique, sur certains changements de système de production? Est-ce qu'on pourra à un moment faire effectivement de l'agroforesterie en Champagne ou en Picardie? Est-ce qu'on pourra faire revenir du lait ou de l'élevage dans certaines régions où c'est parti? Parce qu'on se rend compte que c'est une solution, mais encore une fois, après, faut-il qu'il y ait un réel changement au niveau des agriculteurs? Alors, je sais pas si Sylvain ou Jean-Baptiste. Oui, enfin, un premier élément, hein, ce qu'on a montré aussi dans ce travail qu'on a fait, qui visait à évaluer le potentiel de stockage additionnel, c'est que la plupart des pratiques vertueuses en termes de stockage de carbone, ben, effectivement, elles représentent un coût additionnel pour l'agriculteur. Implanter des cultures intermédiaires, même si c'est pas beaucoup, faut quand même acheter les semences, faut les implanter, donc c'est du temps, et le temps c'est de l'argent, puis après il faut les détruire. Pareil, planter une haie, ben, c'est du temps, de travail, il faut l'entretenir, et puis c'est un manque à gagner sur la- la- la surface qui est occupée par la haie, quoi. Euh, et donc ça légitime un petit peu le fait que ben, si la société veut des paysages ruraux avec des haies qui en plus stockent du carbone,
en plus des services rendus en termes de biodiversité, etc., il est légitime qu'il y ait des instruments incitatifs pour aider les agriculteurs, euh, pour combler ce manque à gagner ou ce coût. Alors, on peut penser, même si c'est pas tellement dans l'air du temps, et puis c'est long, ça prend du temps que la politique agricole commune s'oriente de plus en plus vers ça, c'est-à-dire vers un renforcement de la conditionnalité des aides, c'est-à-dire que les aides données aux agriculteurs soient conditionnées au fait qu'ils mettent en œuvre des pratiques favorables à l'atténuation du changement climatique. Mm. Et effectivement, alors par rapport à ce coût que tu évoques, Sylvain, c'est effectivement comment on couvre alors, le coût de transition des agriculteurs et le coût d'accompagnement de ces agriculteurs à la transition. Et alors, on a, en France, on a la chance d'avoir le label bas carbone aussi, Mhm. qui permet d'accompagner financièrement. Alors, bon, finalement, le dispositif peine un peu à se mettre en place et à se déployer largement, mais c'est un des outils qui peut permettre d'accompagner financièrement cette transition. La politique agricole commune, tu l'as cité, Sylvain, elle n'a pas suffisamment aujourd'hui d'outils qui permettent d'accompagner financièrement, mais la nouvelle PAC, il faudrait peut-être qu'elle évolue dans ce sens. On constate aussi de plus en plus dans les filières d'élevage, mais aussi maintenant en grande culture, des primes filières, parce qu'en fait, les coopératives, les industriels, voire les distributeurs aussi ont des exigences en matière d'empreinte environnementale des produits. Et donc, on voit apparaître ici et là ces primes filières, les primes pour paiement, les paiements pour services environnementaux également. Donc, l'objectif, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros travail de convergence entre toutes ces aides pour voir de quelle façon on peut les combiner pour accompagner un producteur. Et lorsque l'on parle de primes filières, par exemple, une exploitation produit du lait, de la viande, elle peut aussi produire de la volaille, elle peut produire des céréales, etc., etc. Et donc, c'est comment on met autour de la table l'ensemble des acteurs de ces filières pour dire, bah, effectivement, si je mets en place telle pratique, ça va coûter autant. Et comment on se partage, alors à la fois le gain carbone ou autre associé aux pratiques, mais également le coût associé à la mise en œuvre de ces pratiques. Donc là, on sort en fait d'une démarche filière, monofilière, pour rentrer vraiment dans des démarches multifilières. Et c'est grâce à cela en fait que l'on arrivera à peut-être avoir une transition qui soit plus rapide pour impliquer massivement les producteurs. Parfait, merci. Alors, il y a encore de nombreuses questions en suspens, mais on va arriver au terme de notre heure de discussion. Malheureusement, enfin, c'était vraiment passionnant. Euh, Encore merci pour toutes les questions qui ont été posées à nos intervenants. Du coup, je vous partage le programme de la semaine prochaine. Donc, on va boucler notre mini-série sur le carbone agricultrice et agriculture, pardon, avec deux agricultrices, avec Diane Mazur, qui est agricultrice grande culture et présidente de l'APAD, et l'intervention également de Véronique Laby, qui est agricultrice et éleveuse de limousine. Donc, ce qui permettra de prolonger un peu ce qui a été dit et de voir concrètement quand on est à la manœuvre, quand on a une exploitation, comment on est en capacité à influencer ce stockage du carbone, cette atténuation du changement climatique. Euh, donc ce sera la semaine prochaine. Encore merci pour votre participation. Merci Sylvain. Merci Jean-Baptiste pour la clarté des exposés. Je vous invite du coup à revenir la semaine prochaine, le 1er avril, mardi à 13 heures. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.